et bienvenue dans ce podcast où on va faire l'analyse linéaire de l'acte 3 scène 8 dans On ne badine pas avec l'amour. Introduction. On ne badine pas avec l'amour est un drame romantique écrit par Alfred de Musset, représenté à la Comédie Française en 1861. L'auteur a décrit cette pièce suite à sa liaison houleuse avec George Sand. On trouve dans cette œuvre une profonde réflexion sur l'amour et la relation homme-femme. Ce drame se compose de 2 actes. L'extrait étudié, ici, est le dénouement. Sont mis en scène Camille et Perdiccand, 2 cousins qui s'aiment mais n'ont pas su se le dire. Au contraire, tout au long de la pièce, ils se sont défiés, ils ont joué avec leurs sentiments. Ici, ils semblent enfin reconnaître leur amour, mais comme dans tout drame romantique, le dénouement ne sera pas heureux. Il convient de se demander en quoi ce dénouement est révélateur de l'enjeu du drame romantique. Pour ce faire, il paraît intéressant de voir d'abord que la scène d'un double aveu amoureux, du début à Tu es à moi, puis on verra un dénouement tragique de C'est la voix de ma sœur de lait à la fin. Premier mouvement. Enfin Camille et Perdiccand posent le masque et s'avouent leur amour. On peut noter une répétition, nous nous aimons, répétée 2 fois. 2 par Perdiccand, cette expression encadre sa tirade en l'ouvrant et la fermant, construction circulaire, insensé que nous sommes au début et à la fin de sa tirade, ou insensé nous nous aimons, est reprise en écho par Camille, c'est donc un aveu mutuel. Ils regrettent leurs paroles, qualifiées par l'adjectif vaine, et leur action passée, qualifiée par l'adjectif misérable. Implicitement, il fait référence aux propos mensongers et durs qu'ils ont pu tenir, ainsi qu'à leur action, la déclaration d'amour à Rosette par exemple. D'autre part, la comparaison, comme un vent funeste, entre nous deux, montre à quel point ce qu'ils ont fait est terrible. Le jeune homme parle avec emphase, il utilise des métaphores nombreuses. La vie est si pénible, rêve. Le bonheur est si rare dans cet océan, des profondeurs de l'abîme, inestimables joyaux. Toutes ces métaphores sont hyperboliques, perles si rares, inestimables joyaux. L'adverbe intensif si, ainsi que le champ lexical du luxe, de la rareté, confèrent une dimension exceptionnelle à leurs sentiments. Le temps renvoie aux erreurs, utilisation du passé composé. Le présent renvoie à l'amour, nous nous aimons, plein d'espoir de la vie à deux. Il assume sa responsabilité en utilisant le pronom personnel nous et en se comparant à des enfants gâtés. Il cite 3 mots dans une énumération en rythme ternaire pour insister sur la folie et la bêtise dont ils ont fait preuve, la vanité, le bavardage et la colère. Le jeune homme use d'une rhétorique religieuse dans la conjonction de coordination, car nous sommes des hommes. Ce sont des faiblesses humaines de Camille et Perdiccand qui sont à l'origine de toute cette tristesse. Ils sont responsables et coupables de la mort de Rosette. On peut ensuite mentionner les didascalies. Il la prend dans ses bras et l'embrasse, ainsi que la demande de Camille. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ici, cœur peut se prendre au sens figuré et au sens propre. On voit ici un rapprochement entre les 2 jeunes gens qui montre à quel point ils sont rattachés l'un à l'autre. D'ailleurs, Camille avoue enfin son amour à son cousin. Pour la première fois et la dernière fois, oui, nous nous aimons. Cela répond à la première phrase de la tirade de Perdiccand. Leur union est marquée par l'utilisation du pronom personnel nous. Ces 2 êtres orgueilleux cèdent le je pour le nous. Camille remet leur amour aux mains de Dieu, puisqu'elle évoque ici devant l'autel comme un gage supplémentaire de leur amour. Camille a tué son amour par amour de Dieu jusqu'ici, mais elle place désormais le Créateur comme un symbole de leur union. Ce premier mouvement s'achève sur une exclamation de Perdiccand. « Chère créature, tu es à moi ». Ici, le pronom personnel tonique « moi » montre l'idée d'un amour fusionnel, absolu. On pourrait croire que tout est parfait, mais évidemment, il va en être tout autrement, comme l'indique le terme cri dans la dernière scène. Le cri, mis en relief par l'adjectif grand, bascule de la scène.
La présence de Rosette détruit le lien amoureux. C'est un véritable coup de théâtre. Transition. C'est un retournement de situation. La scène, placée d'abord sous le signe du dénouement, de comédie devient tragique. Mouvement 2. Un dénouement tragique. Petit 1, le bonheur détruit. Dans la réplique de Camille, on note la présence constante de la troisième personne, du singulier, elle, sœur de lait, qui vient poser problème. Ici, la jeune femme dévoile l'identité de cette voix qui a crié. On passe des couleurs de la quiétude, nature fertile et luxuriante avec le bleu, le vert de la tirade emphatique du Perdican, au rouge du sang. On repère tout un champ lexical de la mort. Sang, cruel, secours, froid mortel. Perdican a perdu de sa superbe, de son charme. Il pose une question qui montre son désarroi. Comment est-elle ici? Il prend conscience de sa responsabilité. C'est sa faute si Rosette s'est trouvée là, selon lui. C'est Camille qui prend les devants. C'est elle qui réagit comme l'indique l'utilisation de l'impératif « entrons », viens portant le secours. Mais ces derniers mots, hélas tout cela est cruel, dramatisent le moment. On comprend que la fin va être tragique, avec cette interjection « hélas ». Perdican utilise tout un champ lexical du registre tragique. Froid, mortel, paralyse, meurtrier, mort. Mais ces tentatives seront vaines. Dans son monologue, Perdican prend ensuite Dieu à témoin. Il reprend l'adjectif insensé, mais cette fois-ci la sentence est différente. Elle est devenue tragique. Le thème du jeu est utilisé pour essayer d'atténuer leur responsabilité. Il veut montrer à Dieu qu'il n'avait pas conscience. Il se confesse ici. Il admet son aveuglement et son égoïsme. Mais ses tentatives pour se déculper seront vaines, comme celle d'imaginer un avenir à Rosette. C'est trop tard. Il utilise le futur. Je lui trouverai, je réparerai, elle sera. Ce futur montre son espoir. Il voudrait que l'avenir soit possible. Mais il n'y aura pas de futur pour la jeune paysanne. On peut noter que la reprise des mots enfant, jouet et le champ lexical de l'innocence. Tout cela évoque la notion de badinage, vu comme un jeu léger, anodin. Le mot enfant revient très souvent, comme pour excuser leurs actes. Perdican sans sa faute, meurtrier, mais il tente de plaider l'irresponsabilité et revendique la pureté de cœur. On note enfin une prière à Dieu pour terminer la tirade. On repère de nombreuses apostrophes à Dieu. Dieu est donc sollicité pour différentes raisons, en fonction de leurs besoins. Dieu protecteur, puis Dieu qui pardonne, puis on lui impute la responsabilité du crime. Ne faites pas de moi un meurtrier, ne tuez pas Rosette. Plusieurs impératifs pour supplier Dieu. Là encore, c'est un moyen de se déculpabiliser. Mais l'issue de sa réplique laisse transparaître son désarroi. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? L'exclamation et la question montrent ici l'inquiétude grandissante. La réplique finale de Camille montre le constat brut et sans appel de Rosette. Elle est morte. C'est un simple constat. Le mot adieu achève leur histoire et la pièce, c'est terminé. Tout est fini ici. Le dénouement justifie totalement le titre. Conclusion. Ce dénouement est intense par les coups de théâtre qui s'y jouent, ainsi que par l'alliance entre le lyrisme amoureux et la dimension tragique. L'amour est rendu impossible ici. C'est une scène où les masques tombent. Mais les cousins ne sont pas les seuls dans l'oratoire. La découverte progressive de Rosette, d'abord par sa voix, puis par son sang, montre que le jeu de l'amour a été mortel ici. La mort de Rosette leur interdit désormais leur amour. Leur faute est bien trop importante. Il s'agit donc bien ici d'un drame romantique. Il s'agit ici d'un jeu aux conséquences tragiques et irrémédiables. En ouverture, on peut évoquer ici la mise en scène de Badine par Gérard Gelas.